Bonjour et bienvenue à cette première vidéo de notre troisième semaine de STT 489. Donc, comme vous pouvez le voir, cette semaine, on amorce le chapitre 2 qui s'intitule Chaîne de Markov. Et bon, à défaut d'avoir des citations de la semaine, ce que j'ai pour ce chapitre-là, c'est une citation du chapitre. Donc, la citation qui va comme suit. Pour prédire le futur, si on a l'information au présent, nul n'a besoin de celle du passé. Donc, vous allez comprendre d'ici la fin de la vidéo pourquoi est-ce qu'il s'agit vraiment de la citation du chapitre au complet. Et on va commencer donc ce chapitre-là avec un exemple introductif. En fait, c'est vraiment un exemple donc historique, c'est un exemple qui est assez important pour ce qui est des chaînes de Markov. Donc, on se situe en 1913, oui, et on a Andrei Markov, évidemment ici, on ne parle pas du joueur de hockey, mais bien du mathématicien. Donc, Andrei Markov qui publie certains résultats d'une analyse de suites de lettres. Donc, lui s'intéressait à savoir est-ce que mes suites de lettres sont composées de consonnes ou de voyelles. Et évidemment, pour faire cette analyse-là, il y avait besoin d'utiliser un certain bouquin, un certain livre. Donc, lui, il a utilisé l'œuvre Eugène Onegin, produite par Alexandre Pouchkine. Donc, vous l'aurez deviné, c'est un auteur russe. Et donc, sur un total quand même de 20 000 lettres, donc c'était pas un petit travail, Markov a estimé les probabilités suivantes. Donc, le tableau se lit comme suit. Donc, pour ce qui est des lignes ici, donc on a le présent, donc essentiellement c'est la lettre qu'on regarde en ce moment. Et ensuite, on a les colonnes ici, donc qui correspondent au futur. Donc le futur qui est essentiellement donc la lettre qui suit tout juste après. Donc voici comment on devrait lire ce tableau. Donc ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait dire donc après une voyelle, bon, qu'est-ce qui peut arriver? Une autre voyelle suit avec probabilité, donc avec probabilité 12,8%. Sinon, ça va être une consonne suit avec probabilité, donc 87,2%. Ça, c'était la première possibilité. Deuxième possibilité, ça va être après une consonne. Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver donc une voyelle suit avec probabilité. Donc probabilité 66,3%. Sinon, ça va être une autre consonne suit avec probabilité de 33,7%. Et donc, ces probabilités-là font du sens. Là. Ici, si on additionne, ça fait bel et bien 1. Même chose pour ça ici. Donc, tout est beau. Et donc là, c'est bien beau d'avoir ce tableau-là. Mais il a trouvé autre chose. Donc, il trouve également que pour prédire la prochaine lettre, donc la prochaine lettre qu'on va noter xn plus 1, donc il est aussi efficace de n'utiliser que l'information présente. Donc l'information présente ici qu'on va noter par tout simplement xn. Donc, par exemple, ce qu'on veut dire par ça, c'est que si on fait la probabilité que xn plus 1 soit égal, disons, à une consonne, sachant que la lettre qu'on regarde en ce moment, c'est aussi une consonne, et aussi sachant tout le reste, donc sachant que la lettre avant, c'était peut-être une voyelle, et que la première lettre du texte, donc x0, c'était peut-être une consonne. Donc, il dit que c'est aussi efficace, donc c'est égal à la probabilité de connaître
xn plus 1 comme étant une consonne, sachant donc que la lettre actuelle est une consonne. Et ça, si on se réfère au tableau, ben c'est 0.337. Donc, l'hypothèse qu'on a mentionnée ici, ça peut paraître quelque chose de fort. Par contre, on a appris en faisant d'autres études que cette hypothèse-là, ben, c'est quelque chose qui est vraiment légitime. Par contre, il faut ajouter une contrainte de plus pour que ça fasse du sens. En fait, c'est que ces probabilités-là qu'on a dans le tableau ici, c'est pas des probabilités absolues. C'est pas vrai que tout le monde écrit selon ces probabilités-là. En fait, chaque auteur a son propre petit tableau 2 par 2 de probabilités. Donc, Alexander Pouchkine, qui avait étudié, a effectivement donc ce tableau 2 par 2 de probabilité-là quand il écrit. Par contre, peut-être que moi, quand j'écris, j'écris de manière très différente de lui. On peut s'imaginer déjà que, étant donné que j'écris pas en russe, ça a peut-être une petite incidence sur voyelle consonne. Mais en fait, ça a été quelque chose, ça a été une belle trouvaille, ça a été hyper utile quand on voulait retrouver, dans le fond, qui étaient des auteurs anonymes. Donc, dans le passé, c'est arrivé quand même souvent qu'il y avait des écrivains qui signaient un faux nom. Et donc, cette méthode-là d'identifier donc le tableau 2 par 2 de l'auteur et de le comparer avec les tableaux des auteurs anonymes a permis donc de pouvoir redonner aux auteurs originels donc certains textes qui étaient signés anonymement. Donc, les chaînes de Markov qu'on va étudier au cours de ce chapitre sont exactement basées sur cette hypothèse, donc l'hypothèse H qu'on a mentionnée. Donc, le fait d'utiliser cette hypothèse-là, ça simplifie grandement donc l'analyse et les calculs qu'on va devoir faire quand on va s'intéresser à diverses probabilités qui sont assez complexes. Et en fait, la raison pourquoi que c'est si fort, c'est que c'est une étape de généralité qui est encore plus élevée que l'indépendance. C'est quelque chose qu'on appelle l'indépendance conditionnelle. Donc, on va reparler un peu de tout ça au cours du chapitre. On va maintenant commencer la section 2.2. Donc, après la pluie vient soit le beau temps ou la pluie continue. Donc, pour presque tous les exemples qui suivront, on va utiliser donc la notation suivante. Donc, les brackets ici vont toujours désigner un processus stochastique. Donc, si on dit xt pour t dans un certain ensemble, c'est un processus stochastique. L'ensemble t ici va toujours être appelé donc l'ensemble des temps. Donc, si on a un processus stochastique, si on a l'ensemble des temps, donc ça peut être n'importe quoi, ça pourrait être continu, ça peut être discret. Donc, par exemple, ça pourrait être des entiers naturels. Xn va représenter l'événement du présent. Donc, quand on va parler de Xn, on parle vraiment de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tous les xt donc, qui se situent avant, donc le x0, x1, x2 jusqu'à xn-1, c'est le passé. Et tous les xt subséquents, donc tous les xn plus 1, xn plus 2, xn plus qu'est-ce qu'on veut. Ça ici, ça va plutôt représenter le futur. Donc ça, c'est vraiment la notation qu'on va utiliser tout au long du chapitre. Donc c'est une bonne chose de pouvoir se familiariser tout de suite avec tout ça. Ensuite, on a une première définition, donc soit E, l'ensemble des valeurs que peut prendre le processus stochastique xt. Alors on dit que E, c'est l'ensemble des états du processus xt. Donc si on retourne un peu à notre exemple avec Markov, donc les probabilités qu'on avait là, c'est quoi l'ensemble des états qui sont reliés à ce processus stochastique-là? L'ensemble des états, ça serait d'avoir une voyelle ou d'avoir une consonne. Typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser une notation comme ça. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va dire que notre ensemble des états, ça va être égal aux états 0 et 1. Et on va définir donc où 0 correspond à une voyelle et où 1 correspond à une consonne.
Donc le fait d'utiliser des nombres, là, ça va juste simplifier un peu les choses. Là. Si on commence à avoir des nombres qui sont un peu compliqués et qui se ressemblent, plutôt que d'utiliser des étiquettes un peu louches, utiliser des étiquettes qui sont associées au naturel, c'est vraiment simple à gérer. Je dis associé au naturel, ça pourrait être associé aux entiers. Euh, c'est rare qu'on va utiliser des étiquettes qui sont des réels, mais pourquoi pas, hein? Si on avait envie, on pourrait bien le faire. Donc on va poursuivre, définition 2.4, donc soit un processus stochastique, donc qui est une suite de variables aléatoires, et cette suite-là prend des valeurs dans un ensemble E qui est discret. Donc on dit que le processus est une chaîne de Markov, ou encore on va dire qu'il possède la propriété markovienne. Donc lorsque pour toute suite d'indices, donc ce qu'on demande essentiellement, c'est que la probabilité que le premier état soit égal à une certaine valeur, donc que tout le passé, donc que jusqu'à l'état précédent, donc x0, x1, xn-1, donc ça ici c'est tout le passé, on veut que la probabilité que cette séquence d'événements-là arrive soit non nulle. Si jamais ça c'est respecté, alors ce qu'on veut c'est que la probabilité d'observer quelque chose au futur, sachant donc le présent, ça c'est xn, et le passé, donc cette probabilité-là, si on a une chaîne de Markov, si on possède la propriété markovienne, ça devrait être égal à la probabilité donc du futur, sachant tout simplement le présent. Et donc, une autre manière qu'on pourrait dire un peu qu'il s'agit d'une chaîne de Markov, ce qu'on va dire, c'est que ce processus-là est sans mémoire. Donc, pourquoi il est sans mémoire? Ben, essentiellement, c'est parce que il oublie le passé. Ou encore, une autre manière de le dire, c'est qu'on va dire qu'il est non héréditaire. Donc, il ne dépend pas des générations du passé. C'est un peu ça l'idée. Prochaine définition, donc, on va dire qu'une chaîne de Markov à temps discret, et avec un ensemble donc des états qui est elle aussi discret, est dite homogène, ou encore est dite stationnaire, c'est la même chose. Si donc pour tout couple d'indices I et J, on a que la probabilité du futur, étant donné le présent, ne dépend pas de n. Donc, essentiellement, ce qu'on est en train de dire, c'est que si j'avais la probabilité donc x1 soit égal à j, sachant que x0 est égal à i, ben ça ici, ça devrait être égal à n'importe quoi, donc ça pourrait être une probabilité de x 1000 qui est égal à j, sachant que x 999 est égal à i. Donc, les probabilités sont comme stables, sont comme constantes dans le temps. Donc ça aussi, c'est une hypothèse qui est quand même assez forte et ça va nous permettre, encore une fois, là, de simplifier beaucoup l'analyse qu'on va faire. Et on va étudier un peu les propriétés là, de toutes ces choses-là au cours du chapitre. Donc on reprend toujours l'exemple avec les lettres de Markov, là, les consonnes ou les voyelles. Un coup de lettre et c'est à Farid de choisir. Consonne. S. Voyelle. A. Farid. Consonne. L. Voyelle. E. Donc, dans ce genre de situation-là, il y a deux questions qui peuvent s'élever. Premièrement, est-ce que le modèle markovien semble valide? Donc, est-ce qu'on a la propriété markovienne? Et ensuite de ça, si oui, est-ce que c'est homogène? Donc, peut-être pas besoin de parenthèse ici. Là. Donc ça ici, dès qu'on parle d'un processus stochastique, c'est les deux questions qu'on devrait attaquer dès le départ. Parce que si jamais c'est une chaîne de Markov, et si jamais c'est en plus une chaîne de Markov homogène, ça va vraiment beaucoup changer l'analyse, ou du moins la manière qu'on va analyser ce processus stochastique-là. Donc, dans ce cas-ci, pour la question 1, est-ce que la propriété markovienne semble valide? Il semble que oui. Donc, il semble que oui.
Donc, du moins, de la façon que Markov décrivait la situation. Donc, de la façon que Markov décrivait la situation. Et question 2. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est homogène? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui dépend de où est-ce qu'on se trouve dans le livre, les probabilités d'avoir voyelle, consonne? Ben ici, l'homogénéité semble naturelle. Donc, essentiellement, c'est qu'on peut considérer que le style d'un auteur ne change pas et qu'on peut commencer l'analyse n'importe où dans le texte.